64 minutes, deuxième partie, place à 64 débats. Il a décidé de raconter le quotidien de la guerre en Iran dans un livre poignant, un témoignage rare, personnel, au plus proche du réel. Ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, Siavash Ghazi en a fait un livre, Carnet de guerre, 40 jours dans Téhéran sous les bombardements. C'est sorti aux éditions First. Il est l'invité de 64 débats ce soir. Bonsoir Siavash Ghazi. Nos téléspectateurs vous connaissent bien puisque vous êtes le correspondant de TV5 Monde en Iran, mais aussi de RFI et de France 24. À vos côtés, Armin Arefi, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Puis vous avez notamment réalisé le documentaire Gardien de la Révolution, les maîtres de l'Iran. Avec vous, on verra également quels sont les changements dans le pays, en Iran, puisque Siavash a permis également de prendre le pouls de la société iranienne et de son évolution. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être là ce soir. Siavash Ghazi, ce livre, c'est un témoignage pour l'histoire, on peut le dire, pour que l'on comprenne mieux votre quotidien lors de cette guerre menée en Iran par les États-Unis et Israël. Et ce livre, il commence le 28 février avec ses premières explosions à Téhéran. Vous parlez d'un moment suspendu. Est-ce que vous comprenez à ce moment-là, lorsque vous êtes dans la rue, ce qui se passe exactement ? Oui, parce que les missiles qui sont allés frapper la résidence du guide sont passés juste au-dessus de ma résidence, de mon immeuble et de ma voiture. J'allais faire un reportage dans le centre de Téhéran, tout près de la résidence de l'Ayatollah Ali Khamenei, près de la place Emrelab, à quelques centaines de mètres. Et ensuite, je devais aller au grand bazar de Téhéran. La vie économique commençait à reprendre après une grève dure au bazar. Et donc j'ai appelé mon rédacteur en chef à France 24 et il me demande est-ce que j'ai un micro avec une bonnette France 24 et je dis oui, j'en ai. Et puis il me dit mais je l'utilise pas, mais il me dit je dis je pourrais aller le chercher même si je le tiens de manière factice entre les mains parce que j'utilise des oreillettes pour faire des directs. Et il me dit, ça serait bien. Alors j'ai fait demi-tour et je suis allé chercher le micro. Et quand donc ma femme m'a rapporté le micro et la bonnette. Et quand j'ai repris la ruelle, à ce moment-là, il y a un bruit assourdissant au-dessus de moi. Et je ne voyais pas parce que j'étais en voiture. Et j'ai demandé à un passant quels étaient les avions, et il me dit, c'était pas des avions, sans me dire ce que c'était. Je dis, mais c'était quoi? Il me dit des missiles. Et des missiles qui sont venus du nord de l'Iran, vraiment à très basse altitude. Et tout de suite, j'ai compris que c'était le début de l'attaque. Et là, c'était parti pour 40 jours. Vous dites que sur ces 40 jours, vous avez dormi une centaine d'heures au total. Vous dites, ce moment, c'est un moment important de l'histoire du monde. Il fallait tenir pour la raconter. 40 jours, donc, et une centaine d'heures seulement de sommeil ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au début, les premiers jours, je faisais jusqu'à 80 interventions. Je dormais 1 heure ou 2 par nuit. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que je n'allais pas tenir, parce que la guerre, elle était longue. Et donc, j'ai dit à mes rédactions que j'avais besoin de dormir au moins 3 heures par nuit. Et donc, j'ai essayé de respecter cette règle, mais ça n'a pas été toujours possible, parce qu'il y a eu des attaques autour de chez moi, notamment une fois lorsqu'il y a eu 4 bombes GBU qui ont frappé un bunker pas loin de chez moi. J'ai été réveillé au bout d'1 heure. Là, vous pensez que vous alliez mourir, hein. Vous consacrez un chapitre d'ailleurs à cet événement dans votre livre. Vous pensiez vraiment, tant l'attaque était forte, que c'était la fin pour vous? Ah oui, j'ai vraiment pensé que c'était l'appartement à côté qui était visé, que c'était notre immeuble qui était visé, tellement l'explosion était puissante. J'arrivais même pas à quitter mon lit. Ma femme était dans l'autre chambre. Elle criait et donc finalement elle a tellement crié que finalement je me suis levé. Je l'ai retrouvé dans le couloir. Je l'ai serré dans mes bras et je me suis dit c'est la fin.
le prochain missile, c'est pour nous. Et c'était un moment terrible parce que l'explosion d'une bombe GBU à 1 kilomètre de distance, c'est très impressionnant. Et là, la baie vitrée de la chambre s'est décollée du mur de 5 cm. Heureusement, il y avait des bâtiments devant qui ont empêché le souffle de faire exploser les vitres. Mais c'était impressionnant. C'est quelque chose qui est très, très difficile à vivre. Armin Arefi, j'imagine qu'en fait, vous qui êtes grand reporter au Point, spécialiste de ces régions, qui êtes souvent témoin de ce qui se passe dans ces pays, d'avoir les remontées de terrain telles que celle de Siavosh Ghazi, ça doit être un élément important aussi pour vous de ce qui se passe là-bas. Oui, effectivement. Enfin, Siavosh Ghazi était le seul journaliste francophone présent sur place à Téhéran, donc son témoignage était d'autant plus précieux et important. Et c'était un plaisir que de le voir sur beaucoup de chaînes de médias en France pour témoigner de ce qui se passait. C'est vrai qu'on a eu quand même au sentiment le départ, qu'avant dans un certain nombre de chaînes d'infos continues, que c'était une guerre chirurgicale, qu'on ne voyait pas que la population n'était pas visée, en tout cas ne subissait pas ce qu'on peut appeler les dommages collatéraux. Et c'est vrai que ce qui est important dans ce que vous dites actuellement, c'est que vous l'avez vécu, cette guerre, et que vous avez cru à plusieurs moments d'y passer. Maintenant, j'ai une autre question d'un point de vue journalistique. Je rappelle que le témoignage que vous nous fournissiez au quotidien est extrêmement précieux, et dans ce métier, c'est avant tout le terrain qui parle. Mais je me demandais si il y avait, par exemple, parfois des restrictions des autorités iraniennes qui sont celles qui délivrent les autorisations donc pour pouvoir témoigner de ce qui se passait, des choses qui n'étaient pas possibles de dire. Et par ailleurs, une autre question que je me pose, que je me suis posée, que je me pose aussi aujourd'hui, c'est comment était-il possible d'accéder par exemple à Internet alors que pendant très très longtemps, une grande partie de la population n'y a pas eu accès? Comment est-ce que ça se passait au quotidien? Il y a eu des coupures d'Internet, effectivement. Absolument. Alors, non, il n'y a pas eu de restrictions, mais vous avez vécu en Iran. Les autorités iraniennes ont toujours un point de retard et réagissent avec retard sur les événements. On a dû batailler pour obtenir l'autorisation d'aller sur les lieux de frappe. Bien sûr, comme dans tous les pays de la région, lorsqu'il y a une guerre, on n'autorise pas d'aller constater les cibles militaires. C'est valable en Israël, c'est valable aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et en Iran également. Mais on a dû batailler pour obtenir l'autorisation d'aller sur les lieux, les cibles civiles, les zones résidentielles qui ont été touchées. Moi-même, je suis intervenu à de nombreuses reprises auprès du ministère de la Culture pour avoir cette autorisation d'aller sur place pour rapporter. Et vous avez été arrêté à 7 reprises. J'ai été arrêté à 7 reprises. Pourquoi on vous a arrêté d'ailleurs? Des contrôles d'identité. Alors ensuite, parce que il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des vidéos des lieux, des cibles de frappe aux chaînes de télévision en persan, notamment Iran International, ou des sites liés au service secret israélien pour montrer par exemple les endroits qui étaient donc visés. Et là, c'est un crime selon une loi qui a été renforcée l'année dernière. Et donc, c'est donc dès qu'on sort une caméra, un trépied, on est suspect. Donc il y a des contrôles. Il y a des contrôles de la galerie de photos. Il y a des contrôles des différentes applications, le Telegram, le WhatsApp, l'Instagram, pour vérifier s'il n'y a pas, par exemple, d'envoi ou de liens de photos, de vidéos envoyées à ces chaînes. Et bien sûr, moi, quand je sortais, je faisais mon travail. Et donc j'ai été arrêté à 7 reprises. Pour ce qui est de l'Internet, c'est une question importante. L'Internet a été coupé, par exemple, en janvier pendant 5 jours, notamment, pas seulement l'Internet, mais aussi le téléphone international. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la possibilité même de téléphoner à l'extérieur pour envoyer rapporter des informations. Et la raison pour laquelle cela a été décidé par les autorités, c'est que il y a eu l'envoi, et on l'a su après par les déclarations des responsables américains de Donald Trump, les services de renseignement israéliens et américains ont envoyé
plus de 10 000 Starlink à des cellules dormantes déployées dans les différentes villes du pays. Et donc c'était pour contrôler cela. Moi, j'ai eu accès, je termine là-dessus. J'ai eu, donc c'est mon boulot, j'ai eu accès donc d'abord au téléphone international parce qu'on pouvait téléphoner depuis, à un moment donné à l'extérieur depuis l'Iran, et ensuite on pouvait acheter des VPN qui coûtaient très cher, 15 fois plus cher qu'avant la guerre, et donc ça a permis à un moment donné d'avoir donc accès à l'internet, mais seulement par exemple pour faire des interventions par WhatsApp. Les autres applications ne marchaient pas parce que le débit était tellement faible que ça ne fonctionnait pas. Alors, Savage Ghazi, à travers cette guerre, vous avez été aussi témoin d'une certaine évolution de la société iranienne. Vous consacrez plusieurs pages, notamment à ces femmes et ces jeunes filles qui délaissent le voile, qui commencent à conduire des scooters. Vous observez que les femmes sont beaucoup plus libérées qu'avant. C'est ce qui ressort de votre livre et de votre témoignage? C'est une liberté presque totale. Et ça ne concerne pas seulement Téhéran. Je me suis rendu dans plusieurs villes de province, dans les villes du Kurdistan, à Ouroumieh. J'ai interrogé des gens à Hamedan, à Takestan, qui sont des villes plutôt ouvrières, agricoles, où il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui vivent. Et on m'a raconté toujours les mêmes scènes. On voit des images de Téhéran d'ailleurs actuellement. Voilà, exactement. Beaucoup de femmes. Alors ces images que vous voyez, ça c'est pratiquement de la préhistoire. Si aujourd'hui vous tournez des images à Téhéran, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire il y a une telle évolution tous les jours. Mais ça justement, à quoi vous vouliez réagir par rapport à quoi doit-on justement cette évolution? Est-ce une volonté du régime islamique de lâcher du lest, ou est-ce la persévérance et le courage quotidien, une sorte de révolution invisible des Iraniens depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, d'après vous? Je pense que en fait, le pouvoir n'a ni la volonté ni la capacité d'arrêter cette évolution. C'est-à-dire qu'on a vécu depuis un an la guerre de 12 jours. Ensuite, donc la guerre qui a eu des conséquences économiques très importantes, cette guerre de 12 jours. Elle a duré 12 jours, mais il y a eu des conséquences très importantes, une pression, une incertitude sur la reprise de la guerre. Ensuite, le mouvement de contestation, de nouveau la guerre. Et lorsque la guerre s'est terminée, lorsque les gens ont senti qu'on allait avoir un cessez-le-feu, quelques jours avant la fin de la guerre déjà, c'est comme si on avait enlevé le couvercle et que les gens prenaient la liberté qu'elle voulait surtout, parce qu'il s'agissait surtout des femmes. Tous les reportages que moi j'ai fait, si je le faisais aujourd'hui, les images seraient bien plus différentes. Et donc on voit aujourd'hui encore, avant de venir à Paris, on a vu j'ai tourné des images dans le quartier du sud de Téhéran, et on voit énormément de filles, de jeunes filles rouler en scooter. C'est ce que vous dites, comme si on était à Rome, à Paris ou à Londres. Et c'est un témoignage effectivement intéressant. Armin Arifi, Savage Ghazi, dit également dans son livre que, selon lui, le pouvoir iranien sort renforcé de cette guerre. Le sentiment qui prédomine, c'est déjà celui d'une victoire totale. Vous avez ce sentiment-là également ? Alors moi, je ne parlerai pas de victoire totale. Le régime a quand même été grandement affaibli sur le plan militaire et politique. Il a perdu sa tête, le guide suprême Ali Khamenei, même si aujourd'hui il est encore plus, on va dire, radical. Les personnes qui l'ont remplacé sont encore plus radicales. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les termes du protocole d'accord qui a été signé entre Washington et Téhéran, même si ce n'est pas l'accord final, il est quand même extraordinairement favorable à la République islamique d'Iran. Rendez-vous compte, l'Iran a réussi, en tout cas pour l'instant sur le papier, on parle de choses que l'Iran n'aurait jamais pu espérer avoir à la veille du déclenchement de cette guerre. Et c'est là que l'on voit quand même l'échec total de Donald Trump, échec qui s'explique par le fait qu'il n'avait en réalité aucune stratégie, que ce soit sur la question du nucléaire, que ce soit sur la question des missiles balistiques. Les programmes balistiques et nucléaires ne sont pas, en tout cas sont encore en vie. Le programme nucléaire, l'Iran garde son stock. Le programme balistique, l'Iran garde des missiles. Pour ce qui est des proxys, c'est-à-dire les groupes paramilitaires affiliés à la République islamique d'Iran, on voit aujourd'hui que le Hezbollah reste actif, par exemple, au Liban. Maintenant, si aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut écarter, c'est la possibilité d'un renversement du régime par l'extérieur. On sent que beaucoup de problèmes ne sont pas résolus, parce qu'effectivement, s'il y a de plus en plus des libertés que je pourrais peut-être qualifier de libertés réelles, sociales, peut-être de façade, en ce qui concerne la liberté
politique. On voit un renforcement de la répression, pas moins de 40 exécutions en Iran depuis le 15 mars, plus de 40 d'ailleurs, plus de 3000 voire 4000 arrestations. On est vraiment dans une république islamique certes affaiblie, mais beaucoup plus dure. Et donc la question aujourd'hui que je pose à Siavosh Ghazi, c'est est-ce que la perspective, sur le papier en tout cas, d'une levée des sanctions américaines, secondaires mais également primaires, pourrait constituer à l'heure actuelle, après tout ce qui s'est passé, la répression des manifestations de janvier, les 40 jours de guerre, peut-être la seule lueur d'espoir pour la population iranienne, pour laquelle la première des questions qui l'ont fait descendre dans la rue fin décembre était des questions économiques. Le vrai défi, effectivement, c'est la situation économique. Moi, je ne suis pas d'accord avec sur ce que vous dites, par exemple, sur un pouvoir plus dur. Ce qu'on constate, c'est que il n'y a plus de police des mœurs. Il y a un rôle. Dans les rues, il n'y a plus de police des mœurs. Moi, je ne constatais. C'est ce que vous avez constaté. Aucun avertissement aux femmes qui se baladent en chemise aux manches courtes, sans manches, en short ou en jupe dans les rues de Téhéran, ailleurs. Mais ça, c'est sur cet aspect-là, il y a une grande évolution. Mais il y a des miliciens bassidji quand même qui contrôlent le moindre rassemblement, qui empêchent le moindre rassemblement dans beaucoup de carrefours de Téhéran. Est-ce exact ? Ils sont beaucoup moins présents que, par exemple, durant la guerre. Ou les semaines qui ont suivi la guerre. On les voit pas. Mais il y a cette répression. Moi, je pense qu'en termes du nombre de pendaisons, on est plutôt à 150 depuis le 10 mars. Ils ne sont pas tous officiellement pour des raisons politiques. Pour conclure, Siavosh Ghazi. Et donc, il y a le problème des prisonniers. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées dont on ne connaît pas le sort. Ça, c'est une réalité aussi. Mais le vrai défi, c'est la situation économique. Et ce n'est pas seulement dû aux sanctions. C'est qu'il y a une corruption énorme au sein du système politique économique. Vous pensez qu'il va encore y avoir des manifestations dans le pays ? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, je ne le pense pas. Alors, il y a une condition, si le pouvoir décide de mettre fin à la corruption et décide de gérer la situation économique, parce qu'il y a un appauvrissement considérable des couches moyennes et des couches les plus défavorisées. Quelqu'un qui a, par exemple, un retraité qui avait un salaire équivalent à $2000 il y a 6 ans ou 7 ans, son salaire est équivalent aujourd'hui de $100. Donc il y a un appauvrissement considérable et le pouvoir, s'il ne veut pas revoir de nouvelles manifestations, doit s'occuper de cette question-là. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en tout cas pour ces témoignages que l'on retrouve dans votre livre Carnet de guerre, c'est aux éditions First. Et merci à vous, Armin Arefi, d'avoir été l'invité de ce 64 débat. Merci à tous les deux.